Merci de nous rejoindre pour cette principale édition de la soirée dont voici le sommaire. Alors que les semaines sans course et graines, des syndicats d'enseignants montent au créneau pour demander la levée des mots d'ordre de grève. Parmi ces organisations, le Sud-Est qui s'engage à sauver l'année scolaire et académique. En début de journal, on fera le point avec Fatou Diouf et Seynabou Djokhane. Comment préserver le fleuve Niger? La question est au cœur du Forum mondial de l'eau qui se tient à Marseille. Le cours d'eau qui arrose 9 pays est fortement menacé par la pression démographique. Et puis en fin de journal, nous nous rendrons au musée du Quai Branly en pleine saison des pluies à Paris. Une exposition s'est ouverte sur les rites et traditions qui attirent la pluie. Enfin, comme tous les vendredis, toute l'actualité du sport sera passée au peigne fin par Koumadia Katema. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans le journal. On ouvre cette édition, je vous le disais en titre, par l'éducation. Vous le savez, l'enseignement du moyen secondaire, comme du reste l'université, est plongé depuis plusieurs semaines maintenant dans une léthargie du fait du mouvement de grève des syndicats d'enseignants. Justement, l'un d'eux, le Sud-Est, syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal, le Sud-Est s'engage à sauver l'année en cours et, par ricochet, le système éducatif. Les syndicalistes appellent par ailleurs leurs camarades à suspendre leur mot d'ordre de grève. Ils ont tenu une conférence de presse compte rendu Fatou Diouf. Cette décision du Sud-Est est le fruit d'une série de rencontres entre les étudiants et l'architecte Pierre Goudiaby Atepa. Ce dernier a demandé une suspension de la grève pour 100 jours afin que le prochain président puisse en toute sérénité respecter les engagements régaliens du gouvernement. Sensible à cette requête, le Sud-Est s'engage à œuvrer pour la reprise des cours. On ne peut pas ne pas saluer cet effort. Il n'y a aucune revendication, il n'y a aucune opposition, il n'y a aucune confrontation qui ne se termine par une négociation. Donc contribuer à amener les gens à une négociation fait partie, sinon est la solution. Et nous nous engageons, disons encore, à être plus exigeants dans la défense de l'école et de l'université. Nous autres étudiants, nous nous engageons en tout cas, dès l'instant que ce mot d'ordre sera levé, de faire de notre mieux, d'échanger avec les professeurs, faire une communication efficace pendant ces 100 jours pour au moins trouver des solutions durables. 100 jours pour permettre aux étudiants de retrouver les amphithéâtres, mais également pour engager une communication efficace afin de trouver les solutions aux problèmes qui gangrènent le système éducatif sénégalais. La véritable question qu'on doit se poser, c'est que voulons-nous faire du Sénégal de demain? Si oui, comme ils le disent tous, c'est un pays, on veut que ce soit un pays émergent, il faut en mettre les jalons immédiatement. Sinon, nous allons rater le coche. Et le jalon principal, le plus important, c'est vous les étudiants, c'est vous les enseignants. Déjà un semestre de perdu, mais il est possible de sauver le reste de l'année, rassure le Sud-Est. Dérouler immédiatement le calendrier universitaire, procéder à l'ouverture des universités de Diamniadio et Kaolack et recruter 500 enseignants du supérieur pour les universités sénégalaises sont entre autres les propositions de sortie de crise. Et puis on apprend sur le fil de l'APS que le cadre unitaire des syndicats d'enseignants, CUSE, a décidé de suspendre son mot d'ordre de grève dans les écoles et universités où le syndicat est présent. La décision a été prise, apprend-on, toujours sur le fil de l'APS, avec l'implication de la Fédération nationale des associations de parents d'élèves, du Comité national du dialogue social, de la coalition éducation pour tous, entre autres. Et puis toujours dans la même dynamique, un collectif des deux syndicats s'engage aussi pour une reprise des cours dans les établissements scolaires. Par ailleurs, les membres de ces organisations demandent à leurs camarades grévistes de suspendre leur mot d'ordre de grève jusqu'à la fin du processus électoral. On en parle avec Seynabou Djokhane. Un appel de suspension des mots d'ordre de grève dans l'enseignement, c'est ce que lance le collectif qui regroupe le SUDELS, l'ODELS, l'OIS et le SEMS entre autres syndicats. Il faut maintenant marquer le pas. C'est-à-dire, nous ne disons pas lever le mot d'ordre comme ça, mais d'abord suspendre le mot d'ordre pour qu'après les élections, le gouvernement qui sera mis en place trouvera sur sa table le dossier, n'est-ce pas, de l'éducation des enseignants et des autres travailleurs. Pour le collectif, le contexte électoral n'est pas favorable à la lutte syndicale.
notamment dans le secteur de l'éducation, un secteur clé du développement. Dans tous les pays civilisés, dans toutes les grandes démocraties du monde, à la veille des élections, on suspend toutes les revendications et on travaille dans le sens d'élire un nouveau président pour pouvoir discuter avec lui. En 1977, la Corée du Sud était un pays très pauvre, comme le Sénégal. Ils ont mis l'accent sur l'enseignement, l'éducation et la formation. Et aujourd'hui, la Corée du Sud, c'est la 10e puissance économique du monde. Et nous sommes dans cette dynamique. Les organisations syndicales s'engagent à mener le plaidoyer auprès de leurs collègues grévistes pour une reprise des cours dans les plus brefs délais. Et puis on parle à présent TIC. Les populations de Ouakam sont à l'heure des technologies de l'information et de la communication. Elles viennent d'étraîner leur centre de recherche et d'essai. Désormais, les populations seront encadrées et formées gratuitement au métier des technologies de l'information et de la communication. La cérémonie de ces réceptions du local s'est déroulée en présence du ministre de tutelle. Et pour notre reporter René-Léon Fonseca, ce centre de recherche et d'essai constitue un tournant décisif dans le processus de modernisation du village. Voici le tout nouveau centre de recherche et d'essai de Ouakam, fraîchement sorti de terre. L'heure est à l'inauguration. Le centre est équipé de plus de 25 ordinateurs et de matériel technologique moderne. Le ministère de l'Enseignement supérieur et l'association des collectivités lébou de la localité ouvrent les jalons de nouveaux partenariats. Je rappelle à cet effet que c'est sur la base d'une demande formelle de la dite association que mon département, à travers sa direction de la recherche technologique, a consenti à l'ouverture de ce centre de recherche à Ouakam. Plus de 12 000 usagers au total ont bénéficié d'un encadrement de décret à travers des modules suivants: initiation à l'informatique, assemblage d'ordinateurs, maintenance informatique, Wi-Fi CPL. Rien n'est laissé au hasard dans ces CRE. Le temps est donné. Les populations vont pouvoir être encadrées et formées gratuitement. Ce centre-là est un atout majeur dans le cadre de la formation des ressources humaines et permettant de développer des compétences techniques qui aujourd'hui aideront les citoyens wakamois, aideront les jeunes wakamois à se faire un métier et à se faire une place dans la société. Au total, 10 centres de recherche et d'essai ont été implantés dans 4 régions depuis 2004. Les femmes de Ouakam peuvent s'en réjouir. Le processus de modernisation du village est enclenché. Une meilleure synergie des programmes pourrait permettre d'atteindre l'autosuffisance en riz. C'est la conviction du gouvernement du Sénégal qui travaille à la mise sur pied justement d'un cadre qui va regrouper les programmes dédiés. Et parmi ces programmes, l'Agence japonaise de coopération internationale appuie le Sénégal dans ce domaine dans le cadre d'un projet risicole. La coopération nippone a d'ailleurs tenu à ce sujet un séminaire. On fait le point avec vous, Jaina Badja. Au Sénégal, les importations de riz ont connu une hausse estimée à près de 63% entre 1995 et 2002. Une situation qui a contribué à déséquilibrer la balance commerciale. Pour renverser cette tendance, l'Agence japonaise de coopération internationale intervient à travers la CARD. La CARD actuellement est en train d'aider le Sénégal à faire en sorte que le Sénégal puisse quand même s'autosuffire en riz. Nous saisissons ce moment pour rappeler encore une fois la volonté du Japon et de l'ensemble des partenaires de cette coalition de soutenir à travers cette initiative plusieurs pays africains, dont le Sénégal, dans leur effort pour l'autosuffisance en riz. La coalition pour le développement du riz en Afrique vient ainsi appuyer le programme national d'autosuffisance en riz et pour une meilleure harmonisation du secteur. Des cadres locaux de concertation pour le développement de la riziculture sont mis en place. En plus, un autre cadre est envisagé. Vu la multiplicité des acteurs et vu également la multiplicité des niveaux qui sont dans la filière riz, il y a bien lieu de trouver un cadre de coordination pour harmoniser tout ce qui se fait au niveau de cette filière. La production locale estimée à 200 000 tonnes par an est loin de répondre à la demande interne.
Une demande qui s'élève à près de 709 575 tonnes. Mais le Sénégal et le Japon s'engagent à relever le défi de l'autosuffisance en riz à travers des cadres bien structurés. La cuisine et le couple. Un joli couple justement passé au peigne fin lors d'une table ronde. La Journée mondiale de la femme a été le prétexte pour la cellule genre de la Faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation, FASTEF, de revenir sur, je cite, le regard d'un homme, d'un époux sur l'art culinaire. On ferme les guillemets. C'était un des sous-thèmes débattus lors de la Journée mondiale de la femme. Psychologues, pédagogues et nutritionnistes ont échangé sur le sujet. Un prétexte aussi pour revisiter l'art culinaire sous toutes ses coutures. Philomène Constance Diagne. C'est en ces termes que répondent beaucoup d'hommes quand on leur demande leur avis sur une femme ne sachant pas cuisiner. Moi je crois que prendre une femme d'une manière ne pas cuisiner, c'est un peu ridicule quoi. Parce que je ne peux pas être là à être servi par une bonne, si je peux m'exprimer ici. Donc il va de soi, avant de prendre une femme, il faut au préalable le minimum qu'elle s'est préparée au moins pour son mari quoi. Un secret que je dois donner à nous ceux qui n'ont pas encore marié, c'est de savoir choisir une femme qui sait cuisiner. Parce qu'une femme, pour qu'elle puisse retenir son mari, elle doit savoir cuisiner, bien cuisiner. Célibataires ou mariés, leur souhait est d'être avec une compagne, cordon bleu, ou qui maîtrise tant soit peu l'art culinaire. Pour ce faire, les hommes doivent y mettre les moyens. Actuellement, les hommes ne sont pas à peindre. Si tu vois que ta femme savent cuisiner, donc il faut donner les moyens de lui donner les moyens de préparer un bon repas. La cellule genre de la Faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation, FASTEF, a bien abordé ces réalités. Pour certains psychopédagogues, nutritionnistes et même romanciers, la marmite est un moyen de consolidation du couple. Le couple vit de sentiments, le couple vit d'humeur, de taquinerie, de caresses, de tout, mais surtout de bons plats. Et que les bons plats bien présentés règle beaucoup de problèmes dans la vie du couple. Et je l'ai considéré comme le remède. J'ai dit que la marmite est le remède dans le foyer. La réflexion sur l'art culinaire va au-delà. La cuisine traditionnelle est comparée à celle moderne, la première correspondant à l'ère d'abondance et la seconde à celle des vaches maigres. Dans le Sénégal d'hier, et dans le Sénégal d'aujourd'hui, la femme montrait toute son expertise, bes, soq, wol, fof, lay, mogne, taille, et quoi d'autre, taille lalo, ensuite maintenant sif, tegndawal et tout ça. Et la manière de le faire, de poser le bol ou la calebasse qui regroupe les éléments essentiels de la famille, bon, c'était un moment également pour donner des leçons de morale, des leçons de comportement. La cuisine prépare déjà à l'appétit alimentaire, mais également aussi certainement à l'appétit sexuel. Une invite à la femme mariée ou célibataire à plus faire de l'art culinaire une priorité et une arme dans son foyer, une manière de préserver les liens familiaux et conjugaux. Et puis un époux qui sait également cuisiner, c'est tout aussi charmant, surtout en week-end, n'est-ce pas, messieurs? Parlons santé à présent. Pour cela, allons à Fatick, où le Comité national de lutte contre le sida encadre les centres de santé pour mieux faire face à la pandémie. L'unité régionale d'appui du CNLS accompagne la mise en œuvre des stratégies de prévention et de prise en charge. Des conventions sont d'ailleurs en train d'être signées avec le secteur privé. Oumar Diop nous en parle.
Pour faire face à la progression de la maladie au niveau régional, le CNLS a mis en place une unité d'appui. Elle sert d'interface avec le comité régional de lutte contre le sida que préside le gouverneur. L'unité accorde une importance au secteur privé local. Par rapport au secteur privé, il y a Inaqua Fatick qui a signé une convention de financement avec le CNLS pour la mise en œuvre d'activités de proximité, d'activités de plaidoyer, de stratégies avancées. Ces activités ciblent les membres de l'Union. Dans les interventions ciblées, on peut noter celle en direction des conducteurs de vélo-taxi, une cible exclusivement masculine. Ce secteur privé cible aussi ces vélotaximans dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités. L'unité régionale d'appui intervient dans le suivi et la coordination des activités, leur mise en œuvre revenant au personnel de santé. On constate que le dépistage n'est pas toujours un réflexe acquis. Il y a une peur du résultat qui fait que les gens n'aiment pas se dépister. Et aussi le manque de sensibilisation sur les opportunités offertes. Face aux difficultés d'accès aux îles, l'espoir d'un plus grand soutien du CNLS est permis. La stratégie de sensibilisation des Iliens doit prendre en compte leur mobilité et leur retour temporaire lors de grands événements sociaux ou religieux. Et on reste sur le chapitre de la santé, mais cette fois-ci, on va à Diana. Diana est un village du département de Bignona. Là-bas, les populations ont pu bénéficier de consultations gratuites. L'action est à mettre sur le compte de l'association Alizère, basée en Italie. Auparavant, les membres de l'association ont offert un important lot de médicaments au centre psychiatrique Émile Badian de Kenya. Kenya se trouve dans la région de Ziguinchor et Louis-Philippe Sagna nous en parle. Situé au quartier Kenya de Ziguinchor, ce centre est le seul dans la région capable de prendre en charge les patients atteints de troubles psychiques. Ainsi, le besoin en équipement se fait sentir quotidiennement, d'où l'importance de ce don de l'association humanitaire Hauser. C'est un début, nous avons pu faire l'essentiel, nous espérons pouvoir renouveler cette action caritative. Tout ceci n'est qu'un devoir parce que nous avons pour mission ici-bas d'aider les plus démunis. Draps, rideaux, médicaments, bref, un important lot d'équipements utilisés à bon escient, comme l'attestent les responsables de cette structure sanitaire. Le bien-être des populations préoccupe cette association italienne. À Diana, village situé non loin de Kafountine, dans le département de Bignona, des consultations gratuites ont été initiées. L'équipe médicale a pu soulager tous ceux qui n'avaient pas les moyens d'aller chez les spécialistes. C'est toujours un plaisir de mener de telles actions. Nous avons diagnostiqué différentes pathologies comme le diabète, l'hypertension artérielle, mais aussi et surtout le paludisme. Au programme de cette caravane humanitaire figurait un atelier avec le Forum des femmes de Ziguinchor. Elles sont venues de partout pour suivre cet exposé sur les différentes maladies qui peuvent les affecter, notamment le cancer du sein et celui du col de l'utérus. Différentes questions liées à ces pathologies ont été posées. Elles ont eu des réponses appropriées. Et puis je vous le disais en titre, après le lac Tchad, le Forum mondial de l'eau à Marseille est au chevet du fleuve Niger. Et pour cause, la réserve d'eau douce qui s'étend sur 4200 km est menacée par le réchauffement climatique, la pression démographique rurale et urbaine, entre autres, alors qu'elle étanche la soif de 130 millions de personnes réparties sur 9 pays. Présents à Marseille pour le 6e Forum mondial de l'eau, les pays riverains du fleuve Niger se sont engagés à une gestion durable et intégrée de leur fleuve commun. Un pacte de bonne conduite pour sauvegarder cette eau douce qui traverse 9 pays sur plus de 4200 km. Le réchauffement climatique, la pression démographique, rurale et urbaine entraînent une pollution croissante qui met en péril cette ressource vitale pour toute la région sahélienne. C'est l'ensablement, c'est la pollution qui entraîne une prolifération des plantes aquatiques, découlant aussi du non-traitement des eaux usées. C'est aussi une raréfaction de la ressource, car comme vous le savez, plus la pression démographique augmente, plus l'accès à l'eau deviendra complexe. 130 millions d'habitants se partagent les eaux du fleuve Niger, qui fournit de l'eau potable, mais aussi du poisson, de l'eau pour l'agriculture avec des périmètres irrigués toujours plus importants. Les pays membres de l'autorité du bassin du Niger se sont engagés à assainir leurs eaux usées avant de les rejeter dans le fleuve.
Nous avons prévu un programme de 14 000 points d'eau en 5 ans et en même temps nous avons prévu de réaliser 240 000 ouvrages d'assainissement. Il s'agit donc de s'engager pour que le fleuve Niger ne meure pas. Les pays sahéliens veulent surtout de nouveaux périmètres irrigués pour répondre à une insécurité alimentaire récurrente. Un appel à l'aide internationale soutenu par les ONG présentes à Marseille. Depuis une vingtaine d'années, les populations se retrouvent de plus en plus exposées à ces sécheresses, à ces désastres dits climatiques ou à des déplacements de population. Et donc il peut y avoir tout à fait des solutions durables qui peuvent être apportées en coordination avec les ONG, avec les Nations Unies, avec les ministères. Pour répondre à ces besoins alimentaires, mais aussi en énergie, 3 nouveaux barrages hydroélectriques sont en construction au Mali, en Guinée et au Niger. De gros investissements rendus possibles par la mobilisation de tous les partenaires réunis cette semaine à Marseille. L'actualité sur le continent, c'est la tension qui monte d'un cran dans la Corne de l'Afrique. L'armée éthiopienne a attaqué des bases situées au sud de l'Érythrée. Addis Abeba reproche à son voisin d'héberger des rebelles qui lui sont hostiles. La communauté internationale s'inquiète. Il y a un peu plus d'une dizaine d'années, un conflit entre les deux pays avait fait des centaines de morts. Nouvel incident entre l'Éthiopie et l'Érythrée, les deux ennemis historiques de la Corne de l'Afrique. Jeudi, l'Éthiopie a attaqué 2 bases militaires dans le sud-est de l'Érythrée, à 17 km de la frontière. Addis Abeba confirme cet assaut mais ne donne aucun bilan. Nos forces armées ont pris cette mesure contre les bases militaires dans lesquelles des groupes rebelles et anti-éthiopiens sont accueillis, organisés, structurés, financés et entraînés par le gouvernement érythréen. Ce raid est aussi une réponse à l'attaque d'un groupe de touristes occidentaux mi-janvier dans le nord de l'Éthiopie. Il y avait eu 5 morts. Addis Abeba reproche à l'Érythrée d'être impliquée dans cette affaire. Autre grief, le soutien d'Asmara aux islamistes somaliens. De manière générale, les relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée sont très tendues, mais c'est la première fois depuis 10 ans que l'Éthiopie revendique une attaque directe contre son voisin. Conséquence, la peur d'un nouveau conflit. De 1998 à 2000, l'Éthiopie et l'Érythrée se sont affrontés dans une guerre de position particulièrement dévastatrice. Plus de 80 000 morts, des milliers de déplacés, une frontière toujours contestée. Après le raid de jeudi, Paris et Washington ont immédiatement appelé à la retenue. Un message qui semble avoir été entendu. Ce vendredi, l'Érythrée annonce qu'elle ne ripostera pas au raid éthiopien. À présent, je vous propose d'autres aspects de l'actualité sous forme de télégrammes illustrés. On commence par la visite de l'acteur américain George Clooney au Soudan. Opération communication pour George Clooney. L'acteur américain s'est rendu dans le Kordofan Sud au Soudan. Il accuse Khartoum de se livrer ici à des crimes de guerre. À son retour, George Clooney a rencontré le président américain pour lui parler de ses préoccupations. Selon lui, Barack Obama devrait évoquer le sujet avec son homologue chinois. L'enjeu, convaincre Khartoum d'accepter une aide humanitaire dans la région. Le flux des nouveaux arrivants ne se tarit pas dans le camp de Fassala en Mauritanie. Les Maliens sont de plus en plus nombreux à fuir les combats qui sévissent dans le nord entre rebelles touaregs et militaires. D'après un bureau des Nations Unies, 100 000 personnes ont déjà quitté le pays depuis la mi-janvier. Une fois arrivés à Fassala, premier arrêt après la frontière mauritanienne, les réfugiés sont redirigés vers de nouveaux camps en plein désert où l'aide humanitaire peine à parvenir. Démonstration de force à Damas du régime le jour du premier anniversaire de la révolution populaire. Des dizaines de milliers de Syriens ont manifesté jeudi en soutien au président Bachar el-Assad pour dire au monde que le peuple syrien a choisi l'unité nationale et la stabilité, agitant les drapeaux syriens et russes pour remercier Moscou de son soutien à Damas. Nouveauté, pour la première fois, Moscou encourage le gouvernement syrien à collaborer avec la mission de Kofi Annan. Journée de deuil national en Belgique, tout le pays est uni dans la douleur, toutes les églises belges ont sonné le glas et tous les drapeaux des édifices publics, institutions européennes et ambassades sont en berne, en hommage aux 28 victimes dont 22 enfants ayant perdu la vie dans un accident d'autocar mardi en Suisse.
Des fleurs, des bougies, des dessins, des peluches ont été déposés devant les grilles des écoles primaires que fréquentaient les enfants. Le pays s'est figé, une minute de silence a été observée dans tout le royaume. En Afghanistan, 12 soldats turcs et 2 civils ont été tués vendredi près de Kaboul dans le crash d'un hélicoptère turc de la force ISAF de l'OTAN. La cause reste encore à déterminer. L'armée turque a confirmé la mort de ces soldats. Les 2 civils sont des femmes qui habitaient sur place, dont les corps ont été retrouvés dans les décombres. La Turquie, seul membre de l'OTAN à majorité musulmane, dispose actuellement d'environ 1850 soldats en Afghanistan. Il ne pleut peut-être pas sur Paris, mais bien sur le quai Branly. Et oui, nous avons Nohroy. Le quai Branly a son exposition pour implorer la même chose, la pluie, tenez-vous bien. Et oui, une exposition inédite sur les faiseurs de pluie et leurs outils. Il se tient en plein cœur de Paris, toute une représentation à travers divers objets, rites et divinités pour implorer la pluie. L'importance et la nécessité de la pluie dans la vie de tous les jours, c'est à travers la saison des pluies du quai Branly, une saison des pluies qui va durer jusqu'au 13 mai. Elle fait l'objet partout dans le monde et depuis la nuit des temps d'une multitude de cérémonies, de prières et autres incantations. Sans elle, pas de terre nourricière. Elle, c'est la pluie, divine ou redoutée, mais sans laquelle il ne saurait y avoir de vie. Les femmes et les hommes dansent ensemble, alors que Sabou, le fils du violoniste Wadi, récite les devises des génies du ciel en agitant la hache rituelle à clochette de fer. Elle est partout et c'est la vie, donc c'est une nécessité que la pluie tombe, qu'elle tombe au bon moment et qu'elle tombe en quantité suffisante, mais pas trop non plus pour éviter les catastrophes. Il est donc important que, bien que les divinités, les êtres supérieurs soient bien traités à travers ces rites et à travers des offrandes qui permettent de faire venir la pluie. À travers un choix judicieux de pièces, qu'il s'agisse de masques mexicains en roche volcanique, de pierres de magie ou de haches ostensoirs de Nouvelle-Calédonie, les symboles et métaphores abondent pour rappeler, apprivoiser et célébrer la pluie. J'ai été absolument subjuguée par les représentations de la pluie, le nombre d'animaux qui sont associés à elle, les grenouilles, bon les grenouilles c'est presque évident, mais la variété et surtout l'universalité de leur représentation. Et pour honorer cette pluie divinisée aux 4 coins du monde, surtout pas de précipitations, la saison des pluies du quai Branly s'expose aux visiteurs jusqu'au 13 mai prochain. En plus bref, le Salon du Livre, 32e édition du genre, a ouvert ses portes à Paris, porte de Versailles plus précisément, du Aikido au manga en passant par le roman. L'œuvre nippone est à l'honneur pour cette année. Pendant 4 jours, le livre sera vu sous toutes ses coutures. En chiffres, ce rendez-vous littéraire attend 200 000 visiteurs, 1200 visiteurs, 1200 donc éditeurs et 2500 auteurs, parmi eux justement 2 Sénégalais, Phil Sarr et Mamadou Samb. Le Salon du Livre ferme ses portes le 19 mars prochain. Et bouquiner est certainement un sport pour le cerveau, n'est-ce pas, Koumba Diakhatema? Tout à fait, Nafi. Bonsoir, Koumba. Bonsoir, Nafi. Comment ça va ce soir? Ça va très bien, et toi? Ben, ça va très bien, surtout en te voyant tout en rouge et blanc. Alors, ce soir, on va parler football, on va parler courses hippiques. Il y a même un livre au menu. Et puis, bien sûr, on va parler de la lutte. Mais d'abord, on parle football, puisque, eh bien, la Ligue 1 joue sa 7e journée ce week-end. En attraction, Nafi, de cette 7e journée dans la poule A, le derby du Nord entre Linguère et CSS au stade de Maître Babacar Seye de Saint-Louis dimanche à 17h. Déplacement à risque donc du leader CSS alors que son dauphin joue à domicile. Djamba reçoit Yakar à Sali samedi à 17h30. Dans la poule B, le Casa Sport aux commandes de la poule A de la poule B accueille dimanche Touré Kunda à 17h au stade Aline Sitoé Diatta. L'autre match phare de ce groupe, Douane Niaritali, qui se joue à Demba Diop à 18h. Et la Ligue 2 également est à sa 7e journée. La Ligue 2 avec en attraction dans la poule A au stade de Kébémer, Margué qui affronte Kafrine. Tous les matchs sont prévus à 17h puisque c'est l'avant-dernière journée de la phase aller. Et puis la suite se joue lundi pour le compte de la poule A. La poule B ce samedi à 17h. À Mboro, le match des mal classés entre Etix et Ngor. Dimanche au stade Lat Dior, c'est plutôt
le match des mal classés au stade Lat Dior entre Thiès FC et Santhiaba, alors qu'Amboro et Tix reçoit Ngor. Au stade Lamine Gueye, il y a Saloum Sunayor. À Dakar, au stade Alassane Djigo de Pékin, HLM reçoit Diambour. Et puis maintenant, on parle de la Ligue européenne, puisque le tirage au sort des quarts de finale a eu lieu à Nyon. On est en Suisse. Un tirage n'affiche pas du tout clément pour l'Olympique de Marseille. Oui, Marseille qui va affronter le Bayern de Munich à l'issue de ce tirage effectué ce matin, alors qu'il y a les autres affiches. Real Madrid, Apoel Nicosie, Benfica et Chelsea. Ok. Alors, football toujours, avec la manifestation malheureusement des supporters de Al-Ahli. Hier, au Caire, ils réclament justice. Oui, ces supporters réclament justice pour les plus de 70 personnes tuées en février dernier. C'était lors des échauffourées, à l'occasion d'un match de football à Port Saïd. Manifestation jeudi au Caire. Des supporters de l'équipe de football d'Al-Ahli réclament justice pour les 74 personnes tuées en février dernier. De violents affrontements entre équipes adverses avaient éclaté à l'issue d'un match. Une enquête parlementaire met en cause la négligence de la police. De son côté, le procureur général a lancé des poursuites contre 75 personnes. Puis en général, le sport, le football qui est fair play, et malheureusement, cet incident, plus qu'un incident qui est survenu, il faut bien que justice soit faite. Allez, maintenant on va dans les arènes. Le combat Gris-Bordeaux-Modulo est ficelé. Oui, Gris-Bordeaux-Modulo, la confrontation aura lieu le 15 juillet prochain. Combat co-organisé par le promoteur Luc Nicolaï et la structure WWR. Massamba Mangane revient sur les enjeux de ce combat. C'est devenu officiel. Gris-Bordeaux-Modulo aura lieu le 15 juillet prochain. Le combat tant attendu est ficelé. Les amateurs le voulaient, ils l'ont obtenu. Cette confrontation de deux des meilleurs lutteurs sénégalais du moment est co-organisée par le promoteur Luc Nicolaï et la structure WWR qui est sous contrat avec la chaîne de télévision de ZTV. Gris-Bordeaux-Modulo est un combat aux multiples enjeux. Gris est depuis la retraite de Tafa Gueye, le porte-étendard de l'écurie de Fass. Son adversaire est l'un des lutteurs les plus populaires. Kharagne-Lo, comme on le surnomme, ne compte qu'une défaite dans sa carrière. Après sa victoire contre Baïmandion le 8 août 2010 et son match nul face à Lac de Guerre 2 le 4 avril 2011, le pensionnaire de Rock Energy n'a plus lutté. Le dernier combat de son adversaire remonte au 1er janvier face au même Baïmandion. Après Balagaï 2, Yekini et Lac de Guerre Bombardier, Luc décroche une troisième grande affiche cette saison. Mais Koumba, il faut dire que le calendrier de la lutte a été fortement perturbé par ces présentes élections. Et oui, Nafi, et tous les combats prévus en ce mois de mars ont été reportés à cause du second tour du scrutin présidentiel. Et ce report a des conséquences sur le déroulement de la saison, sans compter le manque à gagner énorme pour les promoteurs. Elhadji Malick Thiandoum. 2 mois sans combat d'envergure, la politique a plombé les ailes de la reine. Le deuxième tour du scrutin présidentiel a empiré la situation. Toutes les affiches prévues pour le mois de mars sont reportées sine die à des dates ultérieures. Campagne électorale et scrutin du 25 mars oblige. Ainsi donc, Luc Nicolaï a reporté le démarrage de sa saison de lutte, initialement prévu le 24 mars à Thiès avec le choc Pakala Forza, le championnat de lutte dénommé Cliff et le face-à-face Yekini Balagaï 2 est reporté au 4 avril. Annoncé à grande pompe pour le 25 mars, le combat doublesse numéro 2 Boignan numéro 2, organisé par Aziz Ndiaye, est renvoyé au lundi 9 avril en semi-nocturne. Kandji Production n'a pas été épargné. Le combat Ouzassou Amadem qu'il avait calé pour le 18 mars est finalement reporté au 1er mai. Pour cause de vote paramilitaire, ce week-end, le combat devant opposer Tchad à Narousogas est prévu ce vendredi en semi-nocturne. C'est dire donc que le calendrier de la lutte a été chamboulé par les élections présidentielles. Conséquence, certains combats se tiendront à la même date. C'est le cas pour le 4 avril. Luc Nicolaï organisera à Thiès, tandis que Gaston Beng sera à Dakar. Aziz Ndiaye, lui, se rabat sur un jour ouvrable, lundi, et en semi-nocturne. Cette situation porte préjudice aux promoteurs, aux lutteurs
aux amateurs, bref, à toutes les composantes de la lutte. Le manque à gagner et les préjudices sont énormes. Les choses peuvent cependant se corser s'il y a des troubles post-électoraux. La reine retient son souffle et prie pour des élections apaisées afin que la lutte reprenne ses droits. Et puis à présent, Kumba, on parle de ce don de l'ambassade d'Allemagne au ministère des Sports. C'est du matériel sportif plus précisément. Nafi, ce sont des ballons de foot, de hand et de volleyball dont d'une valeur de 2 millions de francs CFA. Le matériel va aider les associations sportives à développer, à mieux promouvoir le sport à la base. À ce propos, nous écoutons le ministre des Sports, Abdoulaye Makhtar Diop, au micro de René Léon Fonseca. Le volleyball depuis quelques années a fait des progrès très importants au plan international parce que notre équipe nationale de volley au dernier tournoi international du Kenya était allée jusqu'en quart de finale. Nous avons également reçu des ballons pour le handball. Vous avez suivi l'évolution de l'équipe de handball. Nous avons reçu beaucoup de ballons également. Et ça, c'est justement pour les petites catégories et pour le sport à la base. Les filets également, nous en avons reçu beaucoup. Et moi, je pense que c'est très important au moment où les infrastructures commencent à être rénovées d'avoir du matériel. Donc, nous sommes très reconnaissants à l'Allemagne de ce geste à l'endroit du sport sénégalais. C'est un premier lot et nous l'avons fait parce que, comme je vous ai dit, ce sont les régions les plus périphériques. Et comme depuis quelques années, le ministère enregistre des demandes des régions, nous avons fait une sélection pour privilégier ces 6 régions. Et ensuite, dans le budget normalement de 2012, il est prévu un effort de l'État du Sénégal pour accompagner ces mesures. Et puis Kumba, les sportifs taquinent la plume, mieux la maîtrise, puisque l'un d'eux, un ex-champion de karaté, vient de sortir un livre, son titre, Les fondamentaux de la pratique sportive. Et son nom, c'est Souleymane Ba Diallo, champion d'Afrique de karaté. Il est ceinture noire 4e dan. Jules a évoqué dans son livre plusieurs chapitres liés à la pratique sportive, dont la recherche de performance. Nous l'écoutons à ce propos. La recherche de performance, il faut mettre vraiment des couloirs de pratique. Donc, c'est des couloirs de pratique, je dirais qu'il faudrait qu'il sache d'abord qui il est. Un sportif de haut niveau qui ne connaît pas le test de Ruffer, mais ce n'est pas un sportif. Un sportif qui ne sait pas ce que c'est résistance, endurance. Et ça, c'est un problème qui se pose même au niveau de l'équipe nationale. Il y a des filières aérobiques et tout ça. Mais ça va, il y a des filières. Donc, il faut savoir ce que ça veut dire résistance. Dans quelle phase on est en résistance, dans quelle phase on est en endurance. Mais si tu fais une pratique comme ça, sans savoir quand est-ce qu'on doit soutenir le rythme, quand il faut baisser le rythme, là, on est un peu exposé. Oui, nous allons revenir largement sur les fondamentaux de la pratique sportive lundi dans Kenkeliba. Le rendez-vous est bien noté et bien pris. Alors, on parle maintenant de courses hippiques. Ce dimanche, on dispute la 9e journée Kumba. Une journée organisée par le CNG avec à sa tête son président, le Cheikh Tidiane Niang. Les turfistes vont encore se retrouver ce dimanche à l'hippodrome municipal de Thiès. Au total, 48 chevaux à l'inscription. Un record, 5 courses sont au menu. Les poulains de 2 ans, ils sont 14. Les poulains de 3 ans, 13. 6 Mbayar, 7 Foutanké et 8 Narougor pour la course phare. Et des annonces pour finir. D'abord, football Nafi avec le match de gala de l'école entre l'école football Marché Sport et l'école football Sébi Tangor au terrain de Sébi Tangor. Ce sera un pipi et minime coup d'envoi chez les pipis 10h, les minimes 11h. Et stage de karaté ce dimanche à 9h au stade Marius Ndiaye. Il est ouvert à l'ensemble des arbitres nationaux. Il sera animé par Mamadou Lamine Gueye, responsable national des arbitres. Pétanque, 6e journée du championnat. Ce sera un triplette choisi ce dimanche au Sporting Club. Et il s'agit du 17e mémorial Hamoudé Matoub, Jet Bouchon à 10h par le président de la Fédération sénégalaise des sports boules. Et Nafi, nous ne pouvons pas terminer sans parler du programme RTS Sport ce samedi d'abord avec dans l'après-midi, début d'après-midi, Mbermi ak Djorgui, les courses hippiques avec El Hadji Omar Diawara
Diawara. Temps fort avec Omar Dia et Ndaïdom Tchouf. Et puis à 15h, il y a le match de la Premier League, Wigan West Bromwich avec Pape Biram Biguendiaï ou Ibrahim Mboupe. Et puis dimanche, match de la Ligue Pro sénégalaise à 17h30. Vous pouvez suivre le choc de la 7e journée entre Douane et Niaritali. Et on en redemande Koumba pour ces si bonnes informations. Merci pour toutes ces informations sportives. Et puis juste après, vous pourrez suivre le journal de la campagne présenté par Seynabou Diopsao. Puis parlons programme. Ce soir, Oumar Ning reçoit Ahmad Sall des FAL 2012 et Saliou Sarr de Beno au Bokoyakar. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. À demain si vous le voulez bien.